Ces scènes de dérapage des forces de l'ordre sont de plus en plus fréquentes. On aurait dit qu'ils voulaient tuer des insectes. Moi, ça m'a retourné ces images. Et on n'a entendu parler de rien. Ont-ils été sanctionnés? En Allemagne comme en France, les affrontements entre la population et la police se multiplient. Pourquoi ? Nous sommes le 1er décembre 2018. Ce samedi marque un tournant dans l'histoire entre les Gilets jaunes et la police française. Ce qui n'était au départ qu'un mouvement de protestation pacifique contre la hausse du prix de l'essence et la politique du président Macron dégénère soudain en émeute à Paris. Tout autour de l'Arc de Triomphe, au cœur de la capitale, des autonomes d'extrême gauche, des casseurs d'extrême droite et des gilets jaunes radicaux sont livrés à eux-mêmes des heures durant. Ils s'en prennent au symbole du pouvoir. Le pouvoir politique et la police ont été pris de court. Personne n'avait vu venir ce mouvement. Le renseignement territorial en France ne l'avait pas vu venir et le ministère de l'Intérieur a été surpris, pris de court par l'irruption à l'échelle nationale de cette protestation. Le 1er décembre 2018, le mouvement des Gilets jaunes, qui avait commencé par l'occupation des ronds-points, se déplace à Paris. Jusque-là, la police s'était tenue plutôt en retrait. La bataille de l'Arc de Triomphe est ressentie comme une défaite par les forces de l'ordre. Le ministre de l'Intérieur réagit promptement. Donc il a fallu qu'on aille au contact en fait. Il a fallu qu'on aille davantage au contact, qu'on utilise davantage un certain nombre de moyens, dont le lanceur de balles de défense. De l'avis du sociologue, le problème est que la police doit passer à l'offensive, alors même qu'elle manque de moyens humains. Ce ne sont plus seulement les unités spécialisées dans le maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles, qui sont mobilisés pour intervenir lors des manifestations, mais tout un ensemble d'unités, des unités beaucoup plus mobiles, les brigades anticriminalité, à Paris parfois la BRI, les compagnies d'intervention. Voilà, tout le monde a été mobilisé pour gérer le maintien de l'ordre. Donc effectivement, des personnels pas formés, ou très peu, pour ce type de tâches, auxquels on donne un bouclier, un casque, et débrouillez-vous, quoi. Comme les Braves, brigades de répression de l'action violente, qui dépendent des préfectures. Selon les experts, ces unités ne sont pas du tout préparées à ce type d'opération. Que le jour J de la manifestation, on va prendre 3 effectifs là, on va prendre 3 effectifs là, et puis ainsi de suite, et on va former cette fameuse brave. Donc c'est des gens qui se connaissent des fois quasiment pas, et qui n'ont jamais travaillé ensemble. Donc ils n'ont aucune organisation. Tout aussi étonnant, le recours à la BAC, Brigade Anticriminalité, spécialisée dans la délinquance en petits groupes. Là encore, le personnel n'est pas formé pour intervenir dans les grands rassemblements. Il n'en utilise pas moins massivement le très controversé lanceur de balles de défense, le LBD. C'est une arme qu'on ne peut pas utiliser sans un maximum de formation. CRS et les gendarmes mobiles, qui n'utilisent cette arme que sur instruction de la hiérarchie. Et on s'est aperçu que les effectifs d'autres services de police, en particulier la préfecture de police, mais aussi parfois sur la province, dans les grandes villes de province, cette arme, le LBD, a été utilisée avec un déficit de formation. Selon le syndicat, ce sont justement ces unités qui ont tiré le plus de balles de défense, soit environ 90% des balles tirées, avec des conséquences fatales, comme en témoignent des neurochirurgiens et des ophtalmologistes qui s'opposent à l'usage de ces armes. Les LBD visent à, voilà, c'est lanceur de balles de défense, donc voilà, la rhétorique en fait une arme de défense. Maintenant, on s'aperçoit que ce ne sont pas des armes qui sont utilisées seulement en défense ou seulement en cas de prise à partie ou pour désencercler, mais aussi
On a le sentiment qu'elles sont utilisées plus en mode d'attaque, en fait. Mais les LBD ne sont pas les seuls dangers. Les blessures sont également provoquées par le gaz lacrymogène et les grenades explosives que la police utilise pour disperser les manifestants. Tout un ensemble de grenades dites défensives qui ont la particularité de contenir des charges de TNT, donc d'explosifs, et lorsqu'elles explosent, de projeter. On voit tout à fait à droite des petits morceaux de métal ou des morceaux de plastique. Jérémy Gauthier a constaté à plusieurs reprises que des manifestants tentaient de renvoyer les grenades lancées par les forces de l'ordre. Problème, l'explosion se produit après quelques secondes. La police justifie le recours à ces projectiles par le fait qu'elle ne peut pas bien se protéger autrement. Voilà, et tout un ensemble d'armes qui sont classées comme du matériel de guerre et qui sont employées contre la population civile. Le ministère de l'Intérieur justifie l'utilisation des armes à distance. À l'en croire, les policiers en ont besoin pour pouvoir neutraliser les individus violents et rétablir l'ordre. Mais le bilan infligé par les LBD, les matraques et les grenades est de plus en plus lourd. Lors des manifestations des Gilets jaunes, 2 personnes ont été tuées. Il y a eu 327 blessés à la tête, dont 27 éborgnés, 78 blessés au bras, 5 mains arrachées et 135 blessés aux jambes. Et tout cela rien qu'entre novembre 2018 et mars 2020. Pour ne pas se mettre en danger, Jérémy Gauthier préfère donc garder ses distances lors de ses observations. Face aux pratiques de la police française, la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a réclamé une enquête approfondie sur tous les cas d'usage excessif de la violence. Le gouvernement français a répondu que les LBD et les grenades lacrymogènes n'étaient pas utilisées contre les manifestants pacifiques, mais contre les rassemblements illégaux. Miser sur les armes plutôt que sur le dialogue. Une stratégie qui pose problème pour les experts et les syndicats de police. On sait assez peu de choses de la formation des policiers, en fait, et notamment sur les méthodes de communication, de résolution de conflits. Il ne me semble pas que ce soit quelque chose qui soit enseigné, ou en tout cas, c'est pas mis en avant. Au contraire, on répond à la violence par la violence. Aucune étude n'a jamais démontré que ces réponses-là, que la police française utilise, elles sont efficaces. Non seulement on ne rétablit pas l'ordre dans le moment immédiat de la manifestation, mais en plus on aggrave le désordre à moyen et long terme, en termes de le coût, l'impact en termes de tension, de relation entre la police et la population, il est lourd, il est très très lourd. L'orientation politique des policiers a-t-elle un impact sur leurs actions? Cette question se pose également en France, où les idées conservatrices sont tout aussi répandues dans les rangs de la police. La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, fait la tournée des commissariats peu avant les élections présidentielles de 2017. Bonjour mesdames et messieurs. Bon, nous avons profité de cette journée pour aller faire une petite tournée pour voir comment les policiers travaillent, dans quelles conditions. Vous savez que nous attachons une importance toute particulière dans notre projet présidentiel à réarmer la police, pas seulement d'ailleurs sur le plan matériel, mais également en effectif. Une enquête du CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po, a révélé qu'en 2017, environ 57% des fonctionnaires de police avaient l'intention de voter pour la candidate d'extrême droite. D'autres enquêtes qui ont été conduites à la sortie de bureaux de vote situés à proximité de casernes, principalement de gendarmerie et de CRS. Et là aussi, ces enquêtes font apparaître un taux plus fort que la moyenne de vote pour l'extrême droite. Même si les données disponibles jusqu'ici sont limitées, le constat est édifiant. 57% des policiers français seraient favorables à Marine Le Pen. Oui, les chiffres posent question, parce que ça a des conséquences dans leur manière d'exercer leur mission au quotidien, dans leur perception des choses, des situations. Ouais. C'est pas documenté pour l'instant à ma connaissance, mais ça pourrait l'être.
La police doit faire face non seulement aux accusations d'accointance avec l'extrême droite, mais aussi au pouvoir des réseaux sociaux. En plus d'observer les opérations policières dans la rue, Jérémy Gauthier analyse les vidéos qu'il trouve sur YouTube, Twitter et Instagram pour avoir une vision globale de la situation. Les vidéos comme celle-ci sont légion sur Internet. Les violences policières ont toujours existé, mais elles avaient cette particularité de s'exercer souvent dans des espaces sociaux éloignés des grands médias, éloignés de relais politiques, éloignés aussi des chercheurs, etc. Donc dans une certaine opacité. C'est vrai que là, les réseaux sociaux ont bouleversé complètement cette situation. L'omniprésence de ces images constitue un défi majeur pour la police. Nous comptons environ 200 journalistes qui ont été empêchés de travailler, qui ont été empêchés de témoigner de toutes les façons possibles. C'est énorme. Et comme nous avons déposé des plaintes et que les enquêtes n'avancent pas, ça veut bien dire qu'il y a impunité. Impunité, ça veut dire un choix politique. Le choix politique, c'est d'empêcher les journalistes de travailler. Un nombre croissant de journalistes, de manifestants et de citoyens ont le sentiment qu'ils se trouvent d'un côté de la barrière et les politiciens et les policiers de l'autre. Liberté, égalité, fraternité. Dans une commission de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, prend position sur les accusations de violences policières. Donc je vous le dis, jamais un policier ou un gendarme ne porte les premiers coups. Le fait que dans des périodes de crise, dans des périodes de conflits très intenses comme celles qu'on connaît en ce moment, finalement, la loyauté de la police, la loyauté des syndicats de police est essentielle pour le gouvernement. Le président Emmanuel Macron tient le même discours que son ministre lors d'un débat public avec des citoyens qui ont critiqué la police. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Le pouvoir politique, semble-t-il, a fait le choix dans cette crise, en tout cas, de faire reposer la gestion de la crise et du conflit sur les épaules de la police et des policiers. Le contrôle de la police par une institution indépendante composée en majorité de membres de la société civile s'inscrit dans la tradition du système judiciaire britannique. Pourquoi cela n'existe-t-il pas en Allemagne et en France ? En tant qu'autorité de l'État, en tant qu'institution centralisée, la police a toujours été organisée du haut vers le bas. La tradition veut que l'État mette lui-même de l'ordre dans ses affaires et prive la société civile d'un droit de regard. Cela explique que la police n'imagine même pas se soumettre au contrôle de la société. Elle est intimement convaincue de respecter les règles et de ne pas avoir besoin d'être surveillée. Même situation en France. De plus, l'autorité de contrôle, l'IGPN, siège sous le même toit que le commissariat du 12e arrondissement de Paris. La manière dont les enquêtes sont conduites conduisent en général à disculper les forces de l'ordre au détriment de la victime, principalement parce qu'il ne s'agit pas d'instances de contrôle indépendantes. Ces services d'enquête sont des services sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, c'est donc des policiers qui enquêtent sur d'autres policiers. Sur les réseaux sociaux, l'IGPN est ainsi tournée en dérision. L'absence de culture de l'erreur est un élément commun à la France et l'Allemagne. Exemple, les numéros d'identification. Les policiers sont tenus de les porter sur leur uniforme pour être identifiables en cas de doute. Beaucoup de policiers ne scratchent pas ce numéro d'identification sur leur combinaison, se débrouillent pour le masquer par d'autres équipements. Bon, en tout cas, une volonté, un refus, une résistance au port de ce numéro d'identification. Pendant près de 2 ans, une grande partie de la population française a manifesté d'abord contre le prix de l'essence, puis contre la réforme des retraites. Cela n'a pas toujours été aussi pacifique qu'ici.
Souvent, les policiers visiblement surmenés ont été pris pour cible par les manifestants, à cause d'images comme celle-ci. Depuis l'année dernière, ces vidéos tournent en boucle sur les réseaux sociaux et sont même diffusées au journal de 20 h. Parce que cela touche désormais aussi la classe moyenne blanche, arguent les détracteurs. En banlieue, comme ici à Épinay, beaucoup d'habitants observent cette soudaine indignation avec un certain scepticisme. Les bavures policières, nanani, nous on connaît ça il y a 15 ans déjà. Quand le livreur il est mort, tu sais, j'ai eu de la peine pour sa famille, je sais pas bien. Mais peut-être ça reflète ce que je vais dire, hein, mais ça m'a pas choqué. Ça m'a pas trop choqué. Je me dis une bavure de plus, hein. Genre une autre sur la liste. Et moi je me dis juste dans ma tête, c'est quand ça va s'arrêter, c'est quand ça va s'arrêter. Mi-janvier 2020, une vidéo défraie la chronique et change le ton du débat en France. À Toulouse, des policiers font un croc en jambe à une jeune femme. Dans ce genre de cas, c'est le parquet qui enquête. Le président réagit subitement. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer. Il y a un changement de ton, c'est vrai. Ensuite, la question de savoir si ce changement de ton relève de la simple communication ou s'il va se traduire dans des dispositifs concrets, s'il va se traduire dans les faits, toute la question reste ouverte. Quelques jours après que le président Macron a appelé la police à plus de pondération, les pompiers manifestent à Paris contre la réforme des retraites. Cela aboutit à une situation inédite. Des forces de sécurité civile qui d'ordinaire travaillent ensemble s'affrontent. Là, il y a un besoin urgent de faire le point. Faire le point sur ce qu'on fait, de s'arrêter et regarder. Et à partir de ce bilan qu'on aurait fait à ce moment-là, de dresser des pistes d'évolution éventuelles. Cette situation va-t-elle perdurer longtemps? Y a-t-il image plus tragique que celle de policiers qui tabassent des pompiers? La police, historiquement, en France, c'est la police du roi. Et on est en République et en démocratie. Et ça ne devrait plus être la police du roi. Ça devrait être la police du peuple. Voilà, au service du peuple. Au-delà des différences entre la France et l'Allemagne, on peut se demander si les deux pays ne devraient pas s'inspirer de la Grande-Bretagne et instituer un système de contrôle plus indépendant afin que la police regagne la confiance de la population. Je peux parler des bénéfices que nous avons constatés ici. Dans de nombreux cas que j'ai traités, les policiers ont appris de leurs erreurs et ont changé leur comportement et leurs pratiques. Nous avons observé une nette amélioration sur ce point.